À Difa, dans le sud-est du Niger, proche du Nigeria, ce sont deux personnes qui ont perdu la vie en milieu de semaine écoulé suite à l'explosion d'un engin explosif. Quelques jours auparavant, c'est un policier qui est passé de via trépas dans l'attaque d'un poste de police à l'ouest, dans la région de Tillabéri, proche du Mali. Dans le même secteur, 5 civils, dont un enseignant, avaient déjà été tués par des hommes armés à moto. Ces différentes attaques, revendiquées par le groupe État islamique, montrent, s'il en est encore besoin, l'acuité que pose la problématique terroriste aux dirigeants nigériens. Mais il faut l'avouer, la difficulté à venir à bout du terrorisme n'est pas qu'une question nigérienne. Au Burkina Faso et au Mali, ce sont des soldats, des civils, des chrétiens et même des pasteurs qui font régulièrement les frais de ces hors-la-loi. L'unité affichée entre les chefs d'État reste de mise, même si la stratégie pour endiguer le mal semble quelque peu muet. En effet, et il a confirmé, le président malien Ibrahim Boubacar Keïta veut échanger avec les terroristes qui tuent ses compatriotes et trouver avec ces terroristes-là un accord, si c'est possible, une sortie à l'opposé de celle de ses pairs membres du 5 Sahel. À quoi répond ce changement d'approche vis-à-vis de la question terroriste? Les autorités nigériennes et burkinabées se doivent-elles de privilégier cette option face à des djihadistes sans foi ni loi? N'est-ce pas une stratégie condamnée à l'échec? Comment résoudre le drame humanitaire qui sévit dans les pays concernés dans une année électorale pour le Niger, mais aussi le Burkina Faso notamment? Quel est l'impact donc que l'insécurité pourrait avoir sur les différentes élections et sur aussi les différentes régions prises au piège des terroristes? Recrudescence des attaques djihadistes au Niger, endiguer le mal, un vœu pieux, c'est le thème central de cette émission. À chacun et à tous, bonjour et bienvenue. À nos côtés aujourd'hui, d'abord, Souleymane Abdat, bonjour. Bonjour. Vous êtes consultant en problématique du terrorisme, spécialiste des questions de protection et de sécurité. Face à vous aujourd'hui, Denis Kossou, bonjour. Bonjour. Grand militant des droits de l'homme, vous êtes panafricaniste, ancien secrétaire général de la CSA à Bénin. Ma première question est pour vous, Denis Kossou. 2 personnes tuées par un engin explosif dans le sud, un policier tombé dans l'ouest. Pourquoi a-t-on l'impression, selon vous, que l'équation posée par les terroristes n'a visiblement pas de solution? Bon, je crois que nos États ont des problèmes. Et au jour le jour, l'insécurité s'accroît. Et ça n'augure pas d'un avenir sûr sur le plan politique, sur le plan sécuritaire surtout, parce que c'est des innocents qui sont massacrés par les djihadistes qui pratiquent une politique religieuse intégriste. Donc c'est l'intégrisme qui conduit ces terroristes-là à agir sauvagement. C'est les religions même qu'ils prônent sont déshumanisées. Et l'approche de nos chefs d'État concernés, moi, ça laisse vraiment à désirer, où ils sont capables de mater ces rébellions qui s'observent depuis le Mali, en passant par le Burkina, le Niger et puis le Nigeria. Donc, comme l'a dit Guillaume Soro, un ancien rebelle, il dit que les gens se sont rebellés dans son camp. Quand lui, il a rapidement maté, il a dit une rébellion, ça se mate. Donc, il y a un peu de complaisance, ou bien les armées sont sous-équipées, alors qu'il y a des marchés où il y a beaucoup de trafic d'armes. Alors, donc, moi, je crois que on a comme l'impression, avec ce qui se passe, qu'il y a une politique d'abandon où il y a une certaine complicité
au niveau des autorités, et ce qui fait perdurer inutilement ces assauts répétés des djihadistes et qui créent d'énormes souffrances aux populations innocentes. Alors, sur le même date, sud-est, l'ouest, pour ces 2 dernières récentes attaques, on a l'impression que plus les mois passent, plus le terrorisme peut pointer le bout de son nez sur Niamey. Il est fort à croire qu'il faut commencer par avoir peur. Avoir peur sur plusieurs raisons. Ce que nous avions pris pour de simples rébellions de quartier se révèle aujourd'hui devenir des guerres à grande ampleur. Et quand on voit des villages complètement rasés, on voit des églises qui sont bombardées, on voit des mosquées qui sont détruites. Dans des marchés, on saute dessus de pauvres dames qui sont allées chercher, ne sais pas de quoi nourrir leur famille. Ça devient de plus en plus inquiétant. Et vu cette situation-là, il n'y a pas de réponse adéquate de la part de nos gouvernants. Quand je dis il n'y a pas de réponse adéquate, ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien. Mais il y a plus de bavardage que d'action. On bavard trop, on se réunit tous les mois, il y a toujours un sommet quelque part. Tant qu'il y a un petit bout de gâteau et de champagne à aller découper quelque part, pendant ce temps, les populations sont livrées à elles-mêmes. Elles sont massacrées tous les jours. Si, au détriment du champagne, l'argent qui est versé à prendre des vols à grands frais, cet argent-là peut servir ne serait-ce qu'à organiser le minimum. Le minimum, c'est quand même les comités locaux de sécurité qui peuvent être pourvoyeurs de renseignements à l'armée. Si cet argent-là peut servir déjà à faire ce petit travail de base, je pense qu'il y aurait eu un apport qualitatif au niveau du renseignement qui ne sait pas, pour un homme aussi averti que moi, que le renseignement est la clé du chef. Cela permettrait évidemment à nos dirigeants par la suite de savoir prendre des bonnes décisions. Mais il semble que ce phénomène prend de l'ampleur. Et comme je l'ai toujours dit, prions que vous et moi, on en devienne des réfugiés un jour. Alors, des régions qui abritent des réfugiés, on en recense quelques 263 000 rien que dans la zone de Difa. Mais ces endroits-là qui abritent des réfugiés sont encore des endroits sujets à des attaques. Est-ce qu'il y a, comme qui dirait, est-ce de l'abandon ou est-ce un manque, je dirais, de stratégie? Parce que visiblement, là où il y a des réfugiés, normalement, ces personnes-là qui déjà ont souffert de par les affres du djihadisme, ces personnes-là doivent au minimum être protégées. Oui, tout à fait, c'est exact. Mais malheureusement, le constat est amer. Et les gens ont été pourchassés, ont été chassés de leur propre village pour se retrouver quelque part, toujours sur le territoire national. Alors, moi, je ne sais pas comment les gens s'organisent. Les renseignements, c'est où bien il y a des complicités internes ou politiques même. Mais c'est déplorable que tous les jours, on attaque non seulement d'autres populations, mais les réfugiés aussi sont livrés à eux-mêmes. Ils ne savent pas à quel sein se vouer. Donc il y a un problème de fond qu'on doit chercher à creuser. Et parce que je ne conçois pas que des gens qui ont prêté serment de défendre leur territoire, d'assurer la sécurité des populations, qui ont des armées régulièrement constituées, se laissent mener par des groupes terroristes qui sont devenus plus puissants que même les militaires. Donc et à l'origine moins formés. Ah, oui. Voilà. Et puis, bon, donc il y a un problème qu'on ne comprend pas. Et depuis le Mali, il y a un capitaine, Sanongo Mamadou, qui a fait un coup d'État pour chasser
le président ATT du pouvoir sous prétexte qu'il est complaisant vis-à-vis des guerriers, mais lui-même il a pris le pouvoir, il n'a pu rien faire. Et après on l'a bombardé général, et ce que nous avons appris par la suite, c'est qu'il y a eu il a assassiné, on a assassiné des gens qu'on a mis dans une fosse commune. C'est l'effort, c'est tout ce que lui a pu faire. Et aujourd'hui, il est libéré, il circule et la guerre continue. Alors, ce que je ne comprends pas, depuis 2012 que cette affaire-là a commencé, moi, je ne vois pas de progrès. Et chaque fois, ils ont même fait tomber un avion et tout le monde a péri. Et ça continue. Et ce n'est pas un seul État. Et on doit avoir la peur au ventre parce que après les pays qui sont actuellement concernés, demain ça va être qui? Alors, donc si quatre États, le Nigeria c'est quand même un pays très puissant. Tout à fait. On a vu une rébellion du Biafra. Avec Gowon, ça a duré, le temps que ça a duré, mais ils ont fini par plier les Chines et ça a été maté par le colonel Gowon. Alors, il y a beaucoup de bavardages, comme l'a dit mon vis-à-vis. J'ai comme l'impression que les gens ont un goût effréné du pouvoir et je ne sais pas, ce qui découle, ce qui doit découler de leur responsabilité régalienne, on minimise ça, et puis bon, on va tous les jours, et la chose prend de l'ampleur. Alors, M. Mnamdat parlait de 174 soldats tués au moins dans 3 attaques entre décembre et janvier 2020, et notamment Chiné-Godard et Nates, des attaques revendiquées par le groupe État islamique. Est-ce que selon vous, le groupe État islamique peut être approché dans le cadre d'une discussion? Écoutez, moi j'ai toujours privilégié, vous me savez, un fervent partisan des dialogues. Moi j'ai été toujours pour le dialogue. De toute manière, le dialogue il s'impose à tous. Que nous allions en amont ou en aval d'une guerre, on finira toujours par aller nous asseoir quelque part pour définir le cadre et pour le futur. Donc, approcher une faction, qu'elle soit en sardine, bon, je ne fais pas de publicité, mais je pense que c'est un début, peut-être, de retrouver des solutions. Pourquoi pas? Il faut toujours essayer. Moi, j'accuse ceux qui n'essayent pas. Ceux qui n'ont pas le courage de dire on aurait dû, on ne l'a pas fait. Non, il faut aller le faire. Et c'est en cela que j'encourage l'initiative prise par le président malien d'aller vers un dialogue. Mais il faudrait que la partie en face aussi nous dise, et c'est ce que j'ai dit ici lors des émissions précédentes, on ne comprend pas pourquoi ils vont égorger des femmes. Moi, je me suis posé cette question avant d'arriver encore sur ce plateau. Je comprends pourquoi des femmes sont égorgées, des enfants sont carrément mutilés, violés, sous prétexte que la religion aurait... Mais de quelle religion on parle? La mienne, là? D'aller à la mosquée, de prier, voir mon voisin? Non. L'islam n'a jamais demandé qu'on égorge qui que ce soit. Hein? Ni la religion chrétienne non plus. Et d'ailleurs, bon, si même c'était le cas, il fallait aller bombarder des mosquées. Mais vous pensez que quelqu'un qui croit, qui a une fervente croyance en l'islam, puisse se permettre d'aller bombarder une mosquée pendant que des gens y prient? Non. C'est pour ça, ce n'est pas des musulmans, ce sont des voyous, ce sont des mercenaires patentés qui, sous couvert de on ne sait pas qui, une multinationale qui se cache ailleurs. Nous avons mené ce débat-là ici sur le financement du terrorisme. Qui finance ces gens? Les armes qui sont portées dans le désert, là. Et vous avez vu, ce sont des armes de dernière technologie. Tout à fait. Mais qui les fabrique? Ce n'est pas nous. Aujourd'hui, ils savaient que ces groupes-là ont même des drones plus équipés que celles des armées régulières. Qui leur fournissent tous ces drones-là? Ils trouvent tout ça où? Et n'oubliez pas,
sur ce genre de matériel, il y a toujours une référence. Donc, le numéro fabricant, il existe. Donc, on peut retracer et trouver qui a fabriqué, l'usine qui a fabriqué ce truc. Je l'ai dit lors du financement du terrorisme ici, on peut commencer déjà par le renseignement. Comme l'a dit le doyen, à moins se démettre des renseignements de côté, d'aller faire du yo-yo, commencer par le renseignement à faire retracer qui sont ceux qui sont derrière ça. Et on les connaît. Ils se connaissent entre eux. On sait bien que c'est un petit business. Alors, Lionel Gossou, discuter avec des terroristes, c'est la volonté du président Ibeka. Est-ce que selon vous, c'est une volonté qu'il faille accompagner? Non, je crois que ça, c'est un aveu d'impuissance, c'est un aveu d'incapacité. Et des criminels, il faut voir tout ce que mon vis-à-vis a développé. On a bombardé des mosquées, on a égorgé des gens. Mais c'est des gens qui méritent vraiment un jugement. On ne peut pas... à quel titre? Qu'est-ce qu'ils revendiquent? Pourquoi on va discuter avec des criminels? Parce que souvent la discussion, ça finit par des amnisties. Oui, mais d'accord. Mais il faut que quelqu'un vainque d'abord. Mais s'il n'y a pas un vainqueur, parce qu'aujourd'hui, si ce n'était pas la France qui a, au départ, accouru vers le Mali, mais les Sanongo et consorts, mais ils ne seront même plus là. Donc moi, je ne suis pas... Vous n'êtes pas pour cette la formule de la discussion, mais il faut une formule de fermeté. Et là, il y a une faiblesse au niveau des militaires, les forces armées, qui doivent protéger, qui ont pour mission de défendre la patrie, ne le font pas. Et des gens passent toujours et on ne les voit pas. Mais comment on protège le territoire? Donc moi, ça pose un problème de conscience pour moi. Moi, je ne peux pas encourager que des criminels. C'est comme si, quand les mercenaires étaient venus ici, si on prenait Bob Denard, il fallait s'asseoir avec lui et discuter. On va négocier quoi avec lui? C'est des mercenaires. C'est des gens qui sont mus par un esprit maléfique. Donc, aucune religion ne prône pas du tout ce qu'ils sont en train de faire là. Donc, moi, on peut pas... Moi, je ne peux pas... En tout cas, si moi, j'étais chef d'État, je n'accepterais jamais un truc comme ça. Il faut tout faire pour annihiler ces groupes-là. Je suis entièrement en phase avec mon co-débatteur, avec le doyen. Mais faudra-t-il aussi qu'on ait des armées qui répondent à ce genre de principe de frappe? Quand vous avez des armées qui a le petit pétard au coin de la rue, ils ont jeté les calaches, ils ont pris. Attends, on a vu parfois des policiers rentrer. Je suis allé, je ne sais pas si vous connaissez la ville de Porte-Nouveau, sur le carrefour à Diarra de Kodi, vous savez qu'il y a des cambistes. J'y étais, dans le coin, il y a un truc là pour retirer de l'argent. Je crois, j'étais allé faire sans faire de la publicité, retirer un peu d'argent. Quand j'ai entendu des sommations dehors, mais j'ai vu des soldats prendre la tangente. Ça, c'est pas je vous jure que sur ma parole d'honneur, ils sont tous ils sont retrouvés, ils sont allés se ranger à la perception à côté. Au lieu de faire face, ils ne le font pas. Donc, ça pose la problématique de la formation aussi. Déjà du recrutement. Du recrutement, de la formation et surtout de l'engagement. Parce que celui à qui vous donnez une arme, c'est pas un jouet. Une arme, c'est une arme. Et il faut s'en servir dans des conditions bien recommandées par les supérieurs. Si vous n'avez pas reçu aussi l'ordre de tirer, vous ne faites pas ce que vous voulez. Mais il y a des conditions dans lesquelles vous êtes obligé de le faire. Donc, je suis quelque part d'accord avec mon co-débatteur. Quand il s'agit de mater et franchement, sans sommation, ce groupe d'individus qui pillent, qui tuent sans foi ni loi. Maintenant, il faut aussi le matériel. Oui, je viens de vous dire que ces gens-là sont plus armés que nos hommes. Prenez l'attaque du Niger, sur lequel nous avons longuement opiné ici. Comment vous pouvez comprendre qu'un groupe
puissent traverser une frontière. Déjà, il y a un problème à ce niveau. On traverse une frontière comme si on traversait ses toilettes. Je trouve ça extrêmement gravissime. Qu'ils font sur une caserne. Quand même, une caserne, c'est pas un hôpital, c'est pas une administration. C'est un lieu où sont cantonnés des soldats avec du matériel extrêmement dangereux. Ils frappent sur cette caserne-là en neutralisant d'abord les moyens de communication. Ça veut dire qu'ils ont derrière des experts de guerre qui savent que si pour frapper une caserne, il faut mettre carrément à chaise toutes les communications et prendre son temps maintenant de se régler les comptes. Donc, il faut que nos militaires réfléchissent et se disent, mais qu'ils analysent déjà ce genre de faits et se disent, mais c'est trop facile d'avoir des gens qui n'ont pas fait toutes les écoles qu'on a fait. Ça veut dire que tout ce qu'ils ont sur les épaules là, ne sert plus à rien. Autant devenir des rebelles comme les autres aussi. Donc, il faut qu'ils se remettent en cause, qu'ils redonnent à l'armée ou à nos armées, n'est-ce pas, ce sentiment régalien, ce sentiment d'appartenir à une république et de la défendre, quel qu'en soit le prix. Mais aujourd'hui, là, on va plutôt à l'armée pour trouver son petit bain. C'est pour mater les travailleurs de la population, ils sont forts. Oui. Mais si c'est pour défendre la patrie... Ah non, il n'y en a pas beaucoup. Donc, regardez au Mali, Kidal, il y a eu des soulèvements, les gens ont pris la tangente, comme il a dit. Exactement. Ils ont fui. Et c'est 5 ans après qu'on a envoyé des gens là. Et bon, est-ce qu'ils vont rester là pendant encore longtemps? Donc moi, je crois que c'est un pari risqué si le président va vers ces gens-là. Et puis bon, quelle réponse il aura? Mais quand vous voulez négocier, ça veut dire que chacun doit faire des concessions. Tout à fait. Alors, s'il réclame l'indépendance, parce que qu'est-ce que les gens, pourquoi ils combattent? C'est pour défendre la souveraineté de leur pays. Alors, si vous rentrez dans le jeu de complaisance, de négociation avec des tueurs à gages, mais ils vont commencer aussi par poser des problèmes. C'est pour cela que le travail qui est à faire, c'est dans la formation. Bon, et puis, l'assistanat des Européens, les Français, tout ça, ça sert à quoi? Alors, s'il y a un truc comme ça en France, mais ça va durer autant que cela. Donc, eux-mêmes, ils disent que c'est une guerre asymétrique. Alors, je ne sais pas si ça devient une guerre classique, comment ils vont se comporter. Donc, il y a vraiment des problèmes. Et les recrutements, les formations, l'encadrement, les entraînements. Mais c'est pas normal qu'un militaire qui est chargé de défendre un territoire, mais lorsque des terroristes viennent, il déclenche un pétard, et puis bon, on fuit, on laisse la population. Il y a un problème vraiment de compétence. Il faut tenir compte aussi, il faut tenir compte aussi du fait que parfois, quand les armées se sentent complètement affaiblies, du fait de ne pas avoir un bon réseau de ravitaillement et tout, mais on essaie de créer des trêves. Vous voyez, il y a parfois qu'on crée une trêve et on dit, bon, voilà un cessez-le-feu. Et le cessez-le-feu, il est violé automatiquement que les gens ont fini de se réarmer. C'est le cas de la Libye, là, vous voyez, ça se passe actuellement. Ils ont beau tenir tous les sommets qu'ils veulent, l'autre rentre là-bas, ils recommencent. Et puis ça continue. Donc, ils piétinent aussi. Quelque part, il va falloir non seulement définir une politique sécuritaire pour partant même tous les villages d'Afrique et partant jusqu'au niveau de l'État. Parce que si vous rentrez, je vous l'ai dit, en dehors de l'Algérie, la Tunisie et l'Égypte, que je suis de près, franchement, je ne vois pas quel État tient encore la tête aux terroristes. Là. Il n'y en a pas. Et le chômage faisant aussi une bonne affaire pour ces gens-là, un bon terreau de recrutement, mais ils s'en servent aussi
pour étendre leurs tentacules. Alors, sur le Namzat, le retour de l'armée dans les zones où elles étaient absentes au Mali, à Kidal, c'est effectif. Ah, c'était avec plaisir que j'ai vu ça à la télé. Mais... Vous ne m'avez pas cru. Non, j'y crois toujours pas. J'y crois toujours pas. J'ai vu, j'étais content. Mais j'y crois toujours pas. Parce que, vous savez, pour délocaliser, comme ils disent, il y a tout un processus. On peut vous faire miroir. La télé peut nous faire voir des choses qui ne sont pas vraies. Hein. On fait un cinéma et puis on nous montre que voilà, ils sont bien rentrés à Kidal. Et le lendemain, quand ça détonne à côté, ils ont quitté Kidal encore. Hein. Le problème, c'est une présence effective à tous les niveaux. Dans la durée. À tous les paramètres de l'État, sanitaire, administratif, militaire, sécuritaire. Il faut qu'on voie une... Pourquoi prendre 250 soldats et dire que voilà, le retour, c'est fini, Kidal, c'est beau, c'est pas ça. Hein? Oui, c'est du saupoudrage, ça. Pour moi, c'est du saupoudrage. Il faut faire les choses de manière... Ouais, je rejoins entièrement le doyen. Il faut que nos politiques arrêtent de nous prendre pour des bouilloules. Franchement. Parce qu'à un moment donné, on se pose des questions. Sont-ils réellement là pour défendre la nation? C'est la question qui se pose. On se pose des questions nous-mêmes en tant que citoyens de dire, si demain ça frappe, qui va nous défendre? Qui va nous défendre? Bon, un individu comme moi, je ferai que ce que je pourrai pour protéger les miens, pour protéger peut-être des amis, passer des consignes de sécurité, parce que je suis un peu du domaine, mais ceux qui n'en savent rien du tout, il faut croire ceux-là, seront livrés à ces terroristes-là. Plaise Dieu que ça ne vienne pas chez nous. Alors, c'est dangereux. Tout à fait. Alors au Mali, l'état-major français a annoncé une 50aine de djihadistes neutralisés ces derniers jours dans différentes opérations. L'insécurité est donc à la porte ouverte à tous les maux, ça c'est certain. Des opérations d'enrôlement d'électeurs ont même été suspendues dans plusieurs communes du Niger, notamment de la région du Tillabéri. Est-ce qu'on peut parler d'élections dans un pays en proie à la guerre de l'Okossou? Non, mais s'il n'y a pas la paix, on ne peut pas... Ils prendront de gros risques parce que c'est des occasions pour les terroristes, là où il y a des regroupements, ils peuvent tomber leur vigilance et commencer encore par attaquer les pauvres citoyens. Donc, ils seront obligés, comme certains États le font, d'isoler certaines zones et voter dans les villages ou dans les communes où on sent un peu la sécurité. Mais ce que je voudrais ajouter, vous voyez, tous les jours, en Guinée, on tire à vue sur des citoyens à main nue. Mais ces armées-là n'ont qu'à aller vers le Burkina. Il n'y a pas une solidarité en Afrique. Alors moi, je ne vois pas. C'est-à-dire que pour moi, c'est une non-assistance à une personne en danger. Mais si l'Union africaine, il y a trop de bavardage. Hein? Regardez, au Congo, il y a toujours des poches de résistance. On tue les gens impunément et c'est des guerres interminables. Quand est-ce que ça va finir? Donc, moi, je pense que la démocratie ne peut pas fonctionner côte à côte avec des terroristes. Donc, ça pose un problème de conscience. Sur le Madame, on parle du premier tour de la présidentielle au Niger, couplet des législatives pour le 27 décembre 2020, élections municipales et régionales pour le 1er novembre. Est-ce qu'on peut parler de scrutin dans une ambiance sécuritaire aussi? Moi, je suis fortement convaincu de ce que dit le doyen, en ce sens qu'on ne fait pas d'élection dans un État en guerre. Mais franchement, à un moment donné, il faut arrêter. Il faut que ça s'arrête un jour. Il faut que les Africains prennent sur eux désormais des lits de bons dirigeants. Qu'on arrête de suivre l'argent ou de suivre la personne, mais plutôt suivre un programme.
et faire en sorte que ce programme-là soit la Bible à respecter sur les 5 ans qui viennent. Mais la plupart, tout dépend de... je ne vous arrête pas, la plupart des candidats ont toujours de très bons programmes. On en a Ah vu non, c'est du copier-coller. de tout beau, mais quand ils viennent au pouvoir, c'est autre chose. Vous parlez à quelqu'un qui a été plusieurs fois chef de sécurité de plusieurs candidats ici. C'est copier-coller. Ce sont des copier-coller. De moi, qu'ils viennent avec, en dehors du Bénin du futur qu'on a connu à l'époque, du président Boni Aïe, ça doit avancer, ça va, comment ils ont dit, ça va avancer, etc., etc. Et de quelques-uns, je ne les cite pas tous, mais en dehors de ça, le président Nicéphore Sogolo, qui avait un beau programme, ben, je ne les vois pas. Le reste, c'est sur la toile qu'on va chercher des programmes. On copie et puis on fait du rafistolage. Et puis on donne ça à des pauvres citoyens illettrés comme nous autres là. Voilà, et puis, donc, ceci explique cela. Ben, écoutez, si vous n'êtes pas capable déjà de régler vos propres problèmes en famille, ce n'est pas les problèmes d'une nation que vous venez régler. Hein. Mais attendez, mais ceux qui font même ceux qui prennent les dossiers à la Sénat, ils devaient faire des enquêtes de commodo, incommodo. Ils devaient aller voir dans ces familles-là, ceux qui sont candidats, comment ils vivent. Oui, tout à fait. Mon père a souvent dit quelque chose, sous le contrôle du doyen. Si quelqu'un vous promet un chapeau, regardez d'abord si ça prend, peut-être lui-même il a un chapeau. Vous tête est rasée complètement. Mais moi, je n'en ai pas, je ne peux pas vous en promettre. Voilà. Donc, qu'on arrête d'être des démagogues patentés, qu'on arrête de nous vendre du vent. Nous, on a besoin du concret. Et le concret passe par ce que vous avez écrit en venant là, et pour lequel vous avez battu campagne pendant un mois. Venez le mettre en application et dites-le nous, mais ne changez pas de version. Et puis bon, il faut reconnaître que pour avoir approché ces dirigeants, je sais que manipuler ce volant-là, c'est pas évident. Hein. Il est très lourd à manipuler. C'est pas du tout évident. La réalité politique, la réelle politique et les discours, c'est deux mondes différents. Alors, le Niger abrite aujourd'hui environ 450 000 réfugiés, qu'ils soient nigérians, maliens ou burkinabés, en plus des déplacés internes, chassés donc par les violences des terroristes. Que faire face à ce chiffre ? On a l'impression qu'il y a des chiffres exponentiels, mais que les autorités n'arrivent pas à le gérer. Rien que pour la distribution de vivres, il y a quelques jours, il y a eu une vingtaine de femmes et d'enfants qui ont perdu la vie dans une bousculade. Oui, mais est-ce que ces chiffres-là, d'abord, est-ce que c'est des chiffres exacts? Non, il peut y avoir aussi des choses manipulées. Donc, avec ça déjà, d'ici à décembre, on ne sait pas ce qui va se passer. Non, mais si finalement c'est la rébellion qui contrôle le territoire, la démocratie est perdue. Ils vont instaurer un régime dictatorial à l'instar de ce qu'on voit ailleurs. Alors, donc, les réfugiés, leur sort, c'est remis dans les mains de Dieu. On n'a plus de dirigeants crédibles. Donc, les gens viennent pour leur intérêt, pour se sucrer. Sinon, je suis en train de scruter, de regarder, mais je ne vois pas des gens motivés pour la défense de leur territoire. Sinon, ça vient en cascade. On choisit soit un territoire, on frappe fort, et le lendemain, ou quelques jours après, on va à tel endroit, et ainsi de suite. Donc, prions pour que le pire n'arrive dans ces coins-là, parce que on a l'impression qu'on est sans forces armées. Au Burkina Faso, on parle d'environ 4000 déplacés par jour. L'opposition politique s'est prononcée, a pointé les manques du régime du président burkinabé, et l'opposition demande par exemple que les églises, les lieux de culte soient sécurisés, parce que visiblement au Burkina Faso, plusieurs fois des églises ont été attaquées, des lieux de culte ont été attaqués, on a tué des croyants, on a tué des pasteurs,
on a même tué des prêtres. Donc aujourd'hui, l'opposition exige que les lieux de culte soient protégés. Est-ce que selon vous, c'est une solution? L'opposition est dans son rôle. Vous voyez ce que je veux dire? C'est de la spéculation, comme le dit le doyen. Chacun essaie de... Dès qu'on a un petit machin pour tirer, non. Les questions sécuritaires sont des questions de grande envergure. Ce ne sont pas des questions qui se décident par les politiques, mais plutôt par des experts de la sécurité. Vous n'allez pas voir un médecin pour lui demander de vous parler d'une charpente de maison. Il faut bien un ingénieur qui ait fait des études dans la matière. Est-ce donc, selon vous, peut-être cette absence-là d'experts ou de personnes très à même de parler des questions de sécurité pose tout le problème terroriste? L'Afrique regorge de gens qui ont un savoir, mais qui ont même le mérite, qui sont salués même. Je vous ai donné le cas de l'armée béninoise. Mais est-ce que ces personnes-là sont aux commandes? On n'a pas besoin d'être aux commandes. Moi, j'ai souvent opiné sur des choses ici qui a poussé le régime en place à corriger des choses. Vous voulez que je vous en donne un exemple? Prenez le cas du e-visa du président Talon. On peut rentrer au Bénin. Il n'y a pas de souci, on vous facilite. Quand vous arrivez à la frontière, on avait tout sauté. On a sauté le carnet de vaccination, le visa, vous arrivez là et puis paf, vous rentrez au Bénin. Et j'ai évoqué ici le risque, n'est-ce pas, qui peut pousser aussi à des attentats à travers cette facilité-là. Celui qui est parti de l'autre côté de la Kondi là-bas, il vient, ou de, je sais pas, d'Abuja, il vient à notre frontière. Il n'y a pas un registre pour dire que M. Hamzat est passé là à 14 heures. Il était accompagné ou non accompagné, il avait un visa ou non, ou il avait un passeport de tel type de régime. On n'y a rien sur lui. Mais le gars, il vient à Cotonou, il pose une bombe, il disparaît par l'autre frontière. Ça ne peut pas se passer comme ça. Non, je suis en train de développer. Il va de l'autre côté, il pose une bombe, il sort de l'autre côté. On le cherche après, il n'y a pas de trace. Mais vous voyez, après quelques instants, ils ont réinstauré le fait que, bon, au moins, il faut donner une traçabilité à tous ceux qui rentrent et sortent de chez nous. C'est un cas parmi tant d'autres. Il faut que des questions de sécurité soient débattues par des experts. Et surtout pas des gens qui ont fait le terrain. Il ne faut pas faire... Les questions de sécurité ne sont pas des questions d'ordre théorique. Hein. Si même elles sont théoriques, elles sont beaucoup plus pratiques. Donc, il faut amener les populations aussi à comprendre, parce qu'il y a plein de décisions qui se prennent pour lesquelles nos populations sont totalement... carrément dans le noir, hein. Elles ne comprennent rien à ce qui se fait. Normalement, en fin d'année, quand on lance par exemple la sécurisation du territoire, vous voyez, on déploie des policiers à tous les carrefours, et il y a un peu de dissuasion, on voit des patrouilles qui se font, des patrouilles nocturnes, il y en a même qui se font entre équipes de différents corps. Tout ça, là, on devait amener la population à participer à ça. Vous ne faites pas le bonheur de quelqu'un dans son dos, quand même. Vous voulez mettre du pavé devant ma maison, vous ne me concernez pas. Et s'il y avait une haute tension qui était passée par là, du fait peut-être que mon immeuble regorge de trucs qui ont besoin de ce voltage, n'est-ce pas, de haute tension, j'aurais pu vous lancer. Et c'est comme ça qu'on va en inadéquation avec ce que veut le peuple. Si vous vous retournez contre votre peuple, ou vous faites ce que le peuple ne veut pas, il va arriver un jour, le peuple vous dira, j'en ai marre, vous arrêtez. Non. Et ça va se faire. Non, je crois que quand l'exemple de l'immeuble ou bien l'État veut construire une voie, non, on n'a pas. L'État a la souveraineté sur toutes les terres, si c'est bien organisé. Donc, ailleurs, avant d'acheter même une parcelle, c'est déjà, quand vous allez à Lomé, on ne vend même pas de machines aux étrangers. Si vous n'avez pas la nationalité togolaise, vous ne pouvez pas acquérir, à moins que ce ne soit dans un truc, un pacte politique. Bon. Ensuite, je reviens sur l'idée de passeport, de venir sans visa. Non, ce n'est pas comme ça que ça. Je ne parle pas du visa. Je parle de la traçabilité de l'individu qui vient, qui franchit nos frontières, et pour lequel on ne sait pas. On n'a jamais dit
on ne peut pas laisser des gens entrer anarchiquement et partir. Ah si, ça c'est vrai. Moi, ce que j'ai vécu, peut-être qu'on s'est inspiré un peu de cela. Je suis allé à Kigali, c'est quand vous arrivez, qu'on vous donne le visa. Vous ne prenez pas le visa depuis chez vous. Non. Je pense qu'on ne se comprend pas. Je ne parle pas du visa. Oui, mais je parle de la traçabilité de l'individu qui part d'un point A à un point B. Qu'il ait un visa ou pas, la preuve, il y en a qui traversent nos frontières là, qui n'ont jamais eu de visa. Ils ont une simple carte d'identité, ils viennent. Je parle de la traçabilité de l'individu. Oui, mais s'il rentre chez nous et qu'il n'est pas notifié quelque part qu'il est rentré chez nous, ça devient dangereux. C'est tout ce que je voulais relever dans cette... Ça peut arriver, mais ça, c'est des cas exceptionnels parce que quand vous voulez traverser Ila-Kondji, bien que vous soyez béninois, il y a un poste là et on transcrit. Ah non, pendant un moment, c'était pas le cas. Moi, j'allais régulièrement à Lomé. Je suis passé plusieurs fois. Je viens, ce n'est que du côté togolais que j'étais obligé de me faire enregistrer au premier poste de police que vous voyez. Comme vous avez dit ça, je ne sais pas si vous le faites encore aujourd'hui. Non, aujourd'hui, c'est ce que je vous dis. Ça a changé du fait peut-être de nos réactions ici. Et on souhaite que, davantage dans beaucoup d'autres domaines, que les choses changent. Voilà. Le nombre de militaires contenus dans l'opération Barkhane est passé de 4500 à 5100 hommes. 5100 militaires français déployés dans le Mali et environ, mais visiblement la question terroriste reste de mise. Selon vous, est-ce qu'il y a des perspectives heureuses? Est-ce que, au-delà de tout ce que nous avons dit, qui est quand même un tableau peint en gris ou en noir, ça dépend de la couleur, est-ce que selon vous, il y a des motifs d'espoir? Mais est-ce que les 4000 là, ils ont fait preuve de quoi sur le terrain pour qu'on augmente le nombre? C'est une affaire de stratégie. On ne peut pas seulement fournir des hommes, mais sans un plan. Un plan stratégique. Ils vont faire quoi? Si c'est pour faire nombre, ils vont toujours envoyer. Donc, malheureusement, aujourd'hui, les gens ont oublié que hier, ils venaient prendre des gens ici pour aller combattre. Pour aller en 1918 ou je ne sais, 1945, tout ça, la guerre contre Hitler. La Première Guerre mondiale. Oui, la Première Guerre mondiale. C'est les Africains qui ont sauvé la patrie française. Donc, aujourd'hui, ils ont leur intérêt toujours en Afrique. Le Mali recèle beaucoup de potentialités sur le plan minier. Le Niger, c'est pareil. Donc, ils ne veulent pas laisser disparaître leurs intérêts. Donc, mais si la France était à supposer que les djihadistes, là, que ce soit en France qu'ils agissent comme ça, ça va être déjà maîtrisé. Donc, comme c'est l'Afrique, ils laissent les Africains s'entretuer. Monsieur Ramzat, mot de fin. Écoutez, pourquoi déjà on laisse Barkhane augmenter son effectif? Parce qu'ils ont besoin de plus d'hommes opérationnels sur le terrain. Beaucoup plus pour protéger les intérêts, c'est connu. Les intérêts deviennent colossaux. Il faut bien du monde pour en protéger. Vous pensez que l'armée tchadienne n'a pas 250 hommes à proposer pour la force là? Elle s'est même retirée. L'armée tchadienne a dit, si nous, c'est à vous de venir nous dire ce que nous faisons chez nous. Moi, je me retire, faites quoi vous allez faire, on va voir. Ils vont s'embrouiller là. Ça ne s'arrête pas. Est-ce que déjà l'arrivée de Barkhane a empêché le terrorisme de frapper au Niger et de continuer à faire son bordel? Plaise à Dieu que cela s'arrête, que l'Afrique retrouve le chemin du développement. Voilà, vous êtes Souleymane Hamzat, spécialiste des questions de protection et de sécurité. Face à vous, Denis Lokossou, un africaniste, ancien secrétaire général de la CSA Bénin, grand militant des droits de l'homme. Messieurs, merci de l'avoir suivi. À très bientôt pour un autre numéro de Angle de Vue. D'ici là, portez-vous bien.